C'était un millionnaire qui s'était déguisé en mendiant et était entré dans un restaurant de luxe. Mais personne n'imaginait ce que ferait la pauvre serveuse ensuite. Prépare-toi à une histoire qui va t'émouvoir et te faire réfléchir. La pluie battait contre les vitres teintées de la Mercedes qui filait dans les rues pavées du 7e arrondissement. Baptiste Perrin observait Paris défiler derrière la vitre, mais son esprit était ailleurs, perdu dans les souvenirs d'une époque où sa mère lui murmurait des histoires de générosité et de compassion avant de s'endormir. « Monsieur Baptiste », la voix de son chauffeur le ramena brutalement à la réalité. « Nous sommes arrivés aux Maisons Dorées. » Baptiste rajusta sa cravate Hermès et descendit de la voiture. À 32 ans, il incarnait parfaitement l'héritier d'un empire gastronomique. Costume taillé sur mesure, chaussures italiennes impeccables, et ce regard glacé qu'il avait appris à porter comme un masque depuis la mort de sa mère, 15 ans plus tôt, le Maison Dorée était l'un des fleurons de la chaîne Perrin, situé près des Invalides. Fréquenté par la haute bourgeoisie parisienne et les touristes fortunés, Baptiste n'y venait jamais sans prévenir. C'était la règle établie par son père Michel, mais aujourd'hui, quelque chose l'avait poussé à faire une visite surprise. Les serveurs s'empressèrent autour de lui dès qu'il franchit le seuil, leur sourire forcé ne trompant personne. L'atmosphère feutrée du restaurant, avec ses nappes blanches immaculées et ses bouquets de roses fraîches, contrastait avec l'agitation qui s'emparait du personnel à sa vue. « Monsieur Perrin, quelle surprise !» s'exclama le directeur, un homme aux tempes grisonnantes qui transpirait déjà malgré la climatisation. « Si nous avions su... » « Justement, » coupa Baptiste d'un ton sec, « je veux voir comment ça se passe quand vous ne savez pas que je suis là. » Il s'installa discrètement à une table d'angle, commandant un café qu'il n'avait pas l'intention de boire. Son regard parcourait la salle, analysant chaque détail avec l'œil expert qu'il avait développé au fil des années. Tout semblait parfait en surface. Le service impeccable, la décoration raffinée, l'ambiance sophistiquée qui faisait la réputation de l'établissement. C'est alors qu'il le vit. Un homme d'une 60aine d'années, aux vêtements visiblement usés mais propres, se tenait près de l'entrée. Ses chaussures étaient cirées avec soin malgré leur âge, et il portait une veste de costume qui avait connu des jours meilleurs. Il observait la carte affichée près de la porte avec un mélange d'envie et de résignation. Baptiste reconnut immédiatement ce regard, celui de quelqu'un qui rêve de s'offrir un luxe qu'il ne peut pas se permettre. L'homme hésita un long moment avant de finalement pousser la porte et de s'approcher timidement du maître d'hôtel. « Bonjour », dit-il d'une voix douce mais ferme. « J'aimerais réserver une table pour ce soir. C'est l'anniversaire de ma femme, voyez-vous, et elle a toujours rêvé de dîner ici. » Le maître d'hôtel, un homme aux manières théâtrales, jeta un regard dédaigneux sur la tenue du visiteur. Baptiste vit ses narines se pincer légèrement, un détail qu'il n'aurait jamais remarqué avant, mais qui lui sauta aux yeux cette fois-ci. « Je suis désolé, monsieur, mais nous sommes complets pour les 3 prochains mois, » mentit effrontément l'employé, sans même consulter son carnet de réservation. L'homme ne se découragea pas. Peut-être qu'il y a eu une annulation. Ou alors, « Nous pouvons attendre au bar, nous ne sommes pas pressés, vous savez. » « Monsieur, » reprit le maître d'hôtel avec une condescendance à peine voilée, « je crains que notre établissement ne soit pas adapté à votre budget. Puis-je vous suggérer le bistrot du coin? Ils font d'excellents plats du jour à des prix plus raisonnables. » Baptiste sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Cette scène, elle lui rappelait quelque chose. Un souvenir enfoui remonta soudain à la surface avec une clarté douloureuse. Il avait 8 ans. Sa mère l'avait emmené déjeuner dans un restaurant chic pour fêter ses bonnes notes. Ils étaient arrivés un peu en avance. Et Élise Perrin portait une robe simple mais élégante. À l'époque, Baptiste ne savait pas encore que sa famille était riche. Pour lui, sa mère était juste. Sa mère, un serveur, avait regardé Élise de la même manière que le maître d'hôtel regardait maintenant cet homme, avec ce mépris à peine dissimulé. Cette arrogance qui transforme un être humain en intrus indésirable. Sa mère avait rougi, mais elle avait gardé la tête haute. « L'argent ne fait pas la valeur d'une personne, mon chéri », lui avait-elle dit plus tard dans la voiture, et la vraie élégance, c'est de traiter tout le monde avec respect, peu importe ce qu'ils portent ou ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Maintenant, 24 ans plus tard, Baptiste comprenait enfin ce qu'elle avait voulu dire. L'homme aux vêtements usés baissa les yeux, ses épaules s'affaissant légèrement. « Je comprends. Merci quand même. » Il se dirigea vers la sortie.
sa dignité intacte malgré l'humiliation, Baptiste sentit une rage sourde monter en lui, non pas contre cet homme, mais contre ce système qu'il avait contribué à créer par son indifférence. Sans réfléchir, il se leva et rattrapa l'inconnu sur le trottoir. « Monsieur, attendez. » L'homme se retourna. Surpris, Baptiste fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite dorée. Un laissez-passer pour n'importe quel restaurant de la chaîne Perrin. « Prenez ceci, allez au La Rose d'Or, avenue Montaigne. Dites-leur que vous venez de la part de Corentin. Ils prendront soin de vous et de votre épouse. » Les yeux de l'homme s'illuminèrent. Mais pourquoi? Baptiste ne sut quoi répondre. Comment expliquer qu'il venait de comprendre quelque chose d'essentiel sur lui-même, qu'il venait de voir son propre reflet dans le regard méprisant de ses employés, parce que votre femme mérite de réaliser son rêve, dit-il simplement, de retour chez lui, dans son appartement haussmannien aux meubles design et aux œuvres d'art contemporain. Baptiste ne trouvait pas le sommeil. Il repensait sans cesse à cette scène, à l'expression de l'homme, au sourire carnassier du maître d'hôtel. Combien de fois cela s'était-il produit dans ses restaurants? Combien de rêves avaient été brisés par l'arrogance de ses employés? Et surtout, qu'est-ce que cela disait de lui, de l'homme qu'il était devenu? Sa mère lui manquait terriblement ce soir-là. Élise Perrin, avec sa voix douce et ses principes inébranlables, aurait su quoi faire. Elle aurait trouvé les mots pour réparer ce qui était cassé, pour redonner de l'humanité à ce monde de marbre et d'argent. C'est alors qu'une idée folle germa dans son esprit, une idée si audacieuse qu'elle le fit sourire pour la première fois depuis des mois. Et si il se mettait à la place de cet homme, et s'il découvrait par lui-même comment ses employés traitaient vraiment ceux qu'il considérait comme indignes de leur service? L'idée était ridicule, dangereuse même. Baptiste Perrin, l'héritier d'un empire gastronomique, se déguisait en homme des rues. Son père le déshériterait s'il l'apprenait. Mais plus il y pensait, plus cela lui semblait nécessaire. Il devait savoir. Il devait comprendre ce qu'était devenu son héritage maternel entre les mains froides du capitalisme paternel. Le lendemain matin, Baptiste vida ses placards à la recherche des vêtements les plus simples qu'il possédait, un jean délavé, acheté des années plus tôt pour une soirée déguisée, un pull en laine grise troué au coude, des baskets usées qu'il avait gardées par nostalgie devant le miroir de sa salle de bain. Il ne se reconnaissait plus. L'homme élégant avait disparu, laissant place à quelqu'un d'ordinaire, de fragile, de terriblement humain. « Bonjour Corentin », murmura-t-il à son reflet, et Baptiste Perrin sortit dans les rues de Paris pour la première fois de sa vie. En homme libre, la transformation était saisissante. En sortant de son immeuble bourgeois du 16e arrondissement, Baptiste découvrait Paris sous un angle qu'il n'avait jamais connu. Les regards glissaient sur lui sans s'arrêter, comme s'il était devenu invisible. Cet anonymat soudain était à la fois libérateur et troublant. Il prit le métro pour la première fois depuis des années. Serré contre des inconnus qui sentaient le café du matin et la fatigue accumulée, une femme âgée lui sourit spontanément. Quelque chose qui ne lui arrivait jamais en costume-cravate, dans son reflet sur la vitre du wagon, il voyait Corentin. Un homme ordinaire, un peu fatigué, avec des rides de sourire qu'il ne s'était jamais remarquées. Le La Rose d'Or se dressait avenue Montaigne, comme un joyau art déco, avec sa façade dorée et ses grandes baies vitrées qui laissaient entrevoir l'élégance feutrée de l'intérieur. Baptiste, Corentin maintenant, s'arrêta devant l'entrée, observant le ballet des serveurs en costume noir qui évoluait entre les tables dressées de nappes blanches immaculées. Son cœur battait étrangement fort. Ce restaurant, il l'avait inauguré 5 ans plus tôt, présent à chaque réunion de direction, connaissant chaque détail de sa conception. Pourtant, en franchir le seuil sous cette nouvelle identité lui donnait l'impression de pénétrer en territoire inconnu. Le maître d'hôtel, Julien Moreau, un homme d'une 50aine d'années aux manières impeccables, l'accueillit avec un sourire professionnel qui se figea dès qu'il aperçut la tenue de Corentin. « Bonjour, monsieur », dit-il d'un ton déjà moins chaleureux. « Vous désirez ? J'aimerais déjeuner, s'il vous plaît. » Julien parcourut Corentin du regard, s'attardant sur le jean délavé et le pull troué. « Avez-vous réservé ? » ?»« Non, mais... Je suis désolé. Nous sommes complets aujourd'hui. » C'était un mensonge évident. Baptiste pouvait voir au moins 3 tables libres depuis l'entrée. Il sentit la même humiliation que l'homme de la veille aux Maisons Dorées. Cette sensation désagréable d'être jugé sur son apparence. « Peut-être pourrais-je attendre au bar ?» insista-t-il, gardant un ton poli malgré l'affront. « Monsieur,
Notre établissement maintient un certain standing. Je suis sûre que vous comprendrez. » Avant que Corentin puisse répondre, une voix féminine s'éleva derrière le maître d'hôtel. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» Baptiste tourna la tête et son monde bascula. Elle était là, un plateau à la main, ses cheveux châtains relevés en un chignon négligé d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. Ses yeux noisettes brillaient d'une intelligence vive, et malgré l'uniforme simple, pantalon noir et chemisier blanc, elle dégageait une grâce naturelle qui n'avait rien à voir avec le vernis sophistiqué des femmes qu'il fréquentait habituellement. « Ce monsieur souhaite déjeuner, mais nous n'avons pas de place », expliqua Julien, avec un ton qui suggérait que l'affaire était close. La jeune femme observa Corentin un instant, et Baptiste eut l'étrange impression qu'elle voyait quelque chose que les autres ne remarquaient pas, quelque chose d'authentique sous les apparences. « Il y a la table 12 près de la fenêtre, non ?» dit-elle simplement. « Chloé, cette table est réservée », mentit Julien, agacé par cette intervention. « Réservée pour qui ? J'ai vérifié le planning ce matin. » Sa voix était douce mais ferme, portant cette assurance tranquille de quelqu'un qui n'a pas peur de défendre ce qui est juste. Julien rougit légèrement, pris en flagrant délit de mensonge. Quelques clients avaient commencé à observer la scène, et l'embarras du maître d'hôtel était palpable. « Venez, monsieur », dit Chloé en souriant à Corentin. « Je vais vous installer. » Baptiste la suivit, fasciné par sa façon de se mouvoir avec cette élégance naturelle qui ne s'apprend dans aucune école. Elle le conduisit à une table près de la grande baie vitrée, d'où l'on pouvait voir l'agitation élégante de l'avenue Montaigne. « Voilà, vous serez bien ici. » Elle posa une carafe d'eau fraîche et des couverts impeccables. « Je m'appelle Chloé. Je serai votre serveuse aujourd'hui. »« Corentin, » répondit-il, surpris par la sincérité de son propre sourire. « Merci pour ce que vous avez fait. »« De rien. Tout le monde mérite d'être traité avec respect. » Elle haussa les épaules comme si c'était une évidence. « Vous voulez voir la carte ?» Pendant qu'elle allait chercher le menu, Baptiste observait cette femme qui venait de bouleverser ses certitudes en quelques minutes. Il y avait en elle une dignité naturelle, une humanité qui contrastait violemment avec l'atmosphère parfois froide de l'établissement. « Alors, qu'est-ce qui vous tente ?» demanda-t-elle en revenant, un sourire sincère aux lèvres. Baptiste parcourut la carte qu'il connaissait par cœur, réalisée par le chef Michelin qu'il avait lui-même recruté. Les prix lui semblaient soudain indécents quand il les voyait à travers les yeux de Corentin. Le plat du jour, peut-être. Excellent choix, c'est un risotto aux champignons, une de nos spécialités. Le chef a un vrai talent pour les accompagnements. Elle nota la commande avec des gestes précis. Économe. Et pour boire, une carafe d'eau, c'est parfait. Chloé repartit vers les cuisines et Baptiste la regarda évoluer entre les tables. Elle avait un mot gentil pour chaque client, anticipait leurs besoins avec une attention qui n'avait rien de servile. C'était une professionnelle née, avec cette rare capacité à mettre les gens à l'aise. Quand elle revint avec son plat, Baptiste ne put s'empêcher de la questionner. « Ça fait longtemps que vous travaillez ici, 3 ans maintenant. » Elle s'attarda un instant, peut-être sensible à la solitude qu'elle percevait chez cet homme. « Et vous habitez le quartier ?»« Pas vraiment, non, j'aime découvrir de nouveaux endroits. C'est bien, moi, je n'ai pas souvent l'occasion de voyager. » Un voile de mélancolie passa dans ses yeux. « Mais Paris me suffit. Il y a tant de beauté ici quand on prend le temps de regarder. » Baptiste goûta le risotto, parfaitement exécuté, mais son attention était entièrement captée par cette femme qui parlait de beauté avec tant de simplicité. Comment pouvait-elle garder cette lumière dans le regard alors qu'elle servait à table pour gagner sa vie ? « Vous avez de la famille ?» demanda-t-il. Conscient de l'incongruité de cette conversation entre un client et sa serveuse, mais incapable de s'arrêter, « Ma mère et mon petit frère. » Son visage s'illumina quand elle mentionna le garçon. « Adrien a 14 ans, c'est un enfant spécial, autiste, mais il a un cœur gros comme ça. » Elle écarta les bras pour montrer l'ampleur de cet amour. Et Baptiste sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il y avait tant de tendresse dans sa voix, tant de fierté mélangée à l'inquiétude. « Et votre père ?» L'expression de Chloé se voila instantanément. « Il est mort il y a 7 ans. Un accident du travail. Je suis désolée. » « Merci. » Elle se reprit rapidement, retrouvant son sourire professionnel. « Bon, je vous laisse finir tranquillement. » Mais Baptiste ne voulait pas qu'elle s'en aille.
Il y avait quelque chose chez cette femme qui réveillait en lui des émotions endormies depuis la mort de sa mère, cette générosité spontanée, cette force tranquille face aux épreuves. « Chloé », l'appela-t-il doucement. « Oui, merci pour tout à l'heure avec votre collègue et pour votre gentillesse. Ça fait du bien. » Elle lui sourit, un vrai sourire cette fois, celui qu'elle réservait sans doute aux gens qu'elle appréciait vraiment. « De rien, Corentin. J'espère qu'on se reverra. » En sortant du restaurant, Baptiste était bouleversé. En 1 heure, cette femme avait réussi à lui rappeler qui il était vraiment, sous les couches de cynisme et d'indifférence que les années avaient accumulées. Il repensa à son enfance, aux leçons de sa mère sur la compassion et la justice. Chloé incarnait tout ce qu'Élise Perrin avait essayé de lui transmettre avant que Michel ne transforme son fils en un homme d'affaires impitoyable. Mais plus troublant encore était ce qu'il avait ressenti en la regardant, un mélange de fascination et de respect qu'il n'avait jamais éprouvé pour aucune femme. Pas cette attirance superficielle qu'il connaissait bien, mais quelque chose de plus profond, de plus vrai. En remontant les Champs-Élysées, toujours dans ses habits de Corentin, Baptiste prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il reviendrait. Il apprendrait à connaître Chloé Valette. Cette femme qui venait de lui rendre son humanité perdue, sans savoir encore que cette décision le mènerait vers la plus belle et la plus douloureuse des découvertes. 3 jours s'écoulèrent avant que Corentin ne retrouve le courage de retourner au La Rose d'Or. Baptiste avait passé ses journées dans un état d'agitation qu'il ne se connaissait pas, partagé entre l'envie irrésistible de revoir Chloé et la peur de ce que cette mascarade révélait sur lui-même. Le jeudi après-midi, il poussa à nouveau la porte du restaurant, le cœur battant comme un adolescent. Cette fois, Julien l'accueillit avec une politesse glacée, mais n'osa pas le refuser. Sans doute après avoir été rappelé à l'ordre par la direction, Chloé l'aperçut immédiatement, et son visage s'illumina d'un sourire spontané qui réchauffa le cœur de Baptiste. « Corentin, vous êtes revenu. » Elle s'approcha avec cette grâce naturelle qui la caractérisait, la même table près de la fenêtre. « Si c'est possible, oui. Bien sûr. » Elle le guida vers sa place habituelle. « Comment allez-vous depuis l'autre jour ?» Cette question simple, posée avec une sincérité évidente, toucha Baptiste plus qu'il ne l'aurait imaginé. Quand quelqu'un s'était-il inquiété de son bien-être sans arrière-pensée ? « Mieux, maintenant que je suis ici, » répondit-il honnêtement. Un léger rougissement colora les joues de Chloé. « Vous êtes un charmeur, dites donc. »« Non, je suis juste reconnaissant. » Elle lui apporta la carte, mais leurs doigts se frôlèrent quand il la prit, provoquant un frisson électrique qui les surprit tous les deux. Chloé retira sa main rapidement, mais pas assez pour que Baptiste ne remarque pas son trouble. « Le risotto était délicieux la dernière fois, » dit-il pour dissiper la gêne. « Alors peut-être quelque chose de différent aujourd'hui. Le chef fait un coq au vin remarquable. C'était... » Elle hésita. « C'était le plat préféré de mon père. » « Votre père était cuisinier ?» Le visage de Chloé se voila légèrement. « Oui, un très bon cuisinier même. Il travaillait dans un restaurant de renom avant l'accident. » Baptiste sentit son estomac se contracter. Quelque chose dans le ton de Chloé suggérait que cette histoire était plus complexe qu'un simple accident. « Vous voulez en parler ?» demanda-t-il doucement. Chloé regarda autour d'elle, s'assurant que les autres tables n'avaient pas besoin d'elle. Puis elle s'assit discrètement en face de lui, transgressant le protocole, mais semblant avoir besoin de se confier. Il s'appelait René Valette. Papa était chef dans un restaurant qui s'appelait Maison Perrin, dans le 8e. Baptiste sentit son sang se glacer. Il adorait son travail. Vous savez, il disait toujours que cuisiner, c'était comme peindre, mais avec des saveurs. Elle parlait avec cette tendresse mêlée de douleur des enfants qui évoquent un parent disparu. Baptiste buvait ses paroles, horrifié par ce qu'il pressentait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un incendie dans les cuisines. Sa voix se brisa légèrement. Les installations électriques étaient défaillantes, paraît-il. Papa est resté coincé dedans. Les secours sont arrivés trop tard. Les mains de Chloé tremblaient légèrement. Baptiste eut envie de les prendre dans les siennes, de la consoler, mais il était paralysé par l'horreur de ce qu'il entendait. Le pire, c'est qu'après l'enquête, ils ont dit que c'était de sa faute, qu'il avait été négligent, qu'il avait oublié d'éteindre quelque chose. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Mais je connais mon père, Corentin. Il était méticuleux, presque obsessionnel sur la sécurité. Jamais il n'aurait fait une erreur pareille. Et l'assurance, elle a refusé de payer, en se basant sur le rapport officiel.
Maman a essayé de se battre, mais comment lutter contre une grande entreprise quand on n'a pas d'argent pour les avocats? Elle essuya discrètement une larme. On a tout perdu, la maison, les économies. Maman est tombée malade du stress. Et Adrien avait 7 ans quand papa est mort. Ça l'a beaucoup affecté. Baptiste sentait la nausée monter. Maison Perrin. Il se souvenait maintenant, 7 ans plus tôt. Il terminait ses études de commerce et ne s'occupait pas encore des affaires familiales. Mais il se rappelait vaguement son père mentionner un incident dans un de leurs restaurants. « Vous vous souvenez du nom de la famille propriétaire ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. « Perrine. Michel Perrin et son fils. » Le nom sortit de sa bouche avec une amertume palpable. Des gens sans cœur. Ils ont tout fait pour étouffer l'affaire, pour protéger leur réputation. Ils se sont débarrassés de papa comme d'un problème gênant. Baptiste eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Son père, son propre père, était responsable de la mort du père de Chloé. Et lui, il était là, à se faire passer pour quelqu'un d'autre, à profiter de sa confiance, alors qu'il portait le nom de ses bourreaux. « Corentin, ça va, vous êtes tout pâle. » Il se ressaisit tant bien que mal. « Non, c'est horrible ce que vous me racontez. Je suis désolée. » « Merci. » Elle se leva, reprenant son rôle de serveuse. « Bon, assez parlé de mes malheurs, qu'est-ce que vous voulez manger ? » Le coq au vin, en hommage à votre père. » Le sourire qu'elle lui adressa était si lumineux, si plein de gratitude, que Baptiste sentit son cœur se briser un peu plus. Pendant le repas, Chloé revint plusieurs fois à sa table, et leur conversation dériva vers des sujets plus légers. Elle lui parla d'Adrien, de ses progrès à l'école spécialisée, de ses passions pour les puzzles et la musique classique. Baptiste l'écoutait religieusement, fasciné par cette femme qui gardait tant d'amour et d'espoir malgré les épreuves. « Et vous, Corentin, vous faites quoi dans la vie ?» La question qu'il redoutait. « Je suis dans l'import-export. Rien de très passionnant. Tout peut être passionnant si on le fait avec amour, » répondit-elle avec cette sagesse simple qui la caractérisait. Vers 15 heures, le restaurant se vidait, Chloé vint débarrasser sa table, et Baptiste saisit cette opportunité pour prolonger leur échange. « Chloé, est-ce que vous accepteriez de prendre un café avec moi un de ces jours, quand vous ne travaillez pas ?» Elle hésita, surprise par cette proposition. « Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait être amis, et que ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un d'aussi authentique que vous. Je ne sors pas beaucoup, vous savez, entre le travail et ma famille. Juste un café, 1 heure, pas plus. » Elle le regarda longuement, cherchant dans ses yeux quelque chose qui la rassurerait. Ce qu'elle y trouva dut lui plaire, car elle finit par acquiescer. « D'accord, dimanche après-midi, il y a un petit café près de chez moi, rue de la Roquette, le temps perdu. Ce sera parfait. » En sortant du restaurant, Baptiste était tiraillé entre l'euphorie de ce rendez-vous accepté et l'horreur de ce qu'il venait d'apprendre. Son père était responsable de la tragédie qui avait détruit la famille de Chloé. Et lui, il était en train de tomber amoureux de cette femme, en lui mentant sur son identité. Le dimanche arriva, et Baptiste se rendit au café, avec une appréhension grandissante. Le temps perdu était un petit bistrot authentique du 11e arrondissement. Loin du faste des établissements qu'il fréquentait habituellement, Chloé l'y attendait, vêtue d'un simple jean et d'un pull en cachemire bleu qui faisait ressortir ses yeux. « Vous avez trouvé facilement ?» demanda-t-elle en souriant. « Oui, merci. » Il s'assit en face d'elle, troublé par sa beauté naturelle. Sans artifice, ils commandèrent 2 cafés et se lancèrent dans une conversation qui dura bien plus d'1 heure. Baptiste découvrait une femme cultivée, drôle, passionnée de littérature et de cinéma. Elle lui raconta ses rêves d'autrefois. Elle voulait devenir institutrice, abandonnée par nécessité pour subvenir aux besoins de sa famille. « Et vous ne regrettez pas ? Parfois, admit-elle. Mais on fait ce qu'on doit faire, pas vrai ? Et puis, servir les gens, c'est aussi une façon d'enseigner. On apprend sur la nature humaine. » Baptiste pensait à ses propres privilèges, à cette vie dorée qu'il n'avait jamais méritée. Face à cette femme qui avait tout sacrifié par amour, il se sentait terriblement petit. Quand vint le moment de se séparer, ils marchèrent lentement vers la station de métro, dans la lumière dorée du coucher de soleil. Chloé était plus belle que jamais. « Corentin », dit-elle en s'arrêtant. « Oui. Merci pour cet après-midi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas... »
que je n'avais pas passé un moment aussi agréable. Sans réfléchir, Baptiste se pencha vers elle et l'embrassa doucement. Elle ne se déroba pas, répondant même à son baiser avec une tendresse qui le bouleversa. Quand ils se séparèrent, les yeux de Chloé brillaient d'émotion. « À bientôt », murmura-t-elle. « À très bientôt ». En la regardant s'éloigner vers le métro, Baptiste savait qu'il venait de vivre le plus beau et le plus douloureux moment de sa vie, car il était désormais amoureux de cette femme extraordinaire, et il lui mentait depuis le premier jour. Baptiste n'arrivait plus à dormir. Depuis sa conversation avec Chloé, les mots « Maison Perrin » résonnaient dans sa tête comme une condamnation. Chaque nuit, il revoyait le visage de la jeune femme quand elle évoquait la mort de son père. Cette douleur mêlée de colère qu'elle portait comme une blessure mal cicatrisée. Il fallait qu'il sache, il fallait qu'il comprenne ce qui s'était réellement passé il y a 7 ans. Le lundi matin, Baptiste se rendit plus tôt que d'habitude au siège social de Perrin Holdings, un imposant immeuble haussmannien près de l'Opéra. Son bureau, au dernier étage, offrait une vue panoramique sur Paris. Mais aujourd'hui, le paysage urbain lui semblait gris et hostile. « Bonjour, monsieur Baptiste », le salua sa secrétaire, madame Dubois. « Votre père souhaite vous voir dès que possible, réunion avec les investisseurs japonais. »« Plus tard », répondit-il sèchement. « Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte. » Il ferma la porte de son bureau et se dirigea vers son ordinateur. L'accès aux archives confidentielles de l'entreprise nécessitait son code personnel et celui de son père. Mais Baptiste connaissait les habitudes de Michel. Son mot de passe était toujours le même depuis des années, Elisep 1969, en référence à sa mère décédée, une ironie cruelle. Quand on savait ce qu'Élise Perrin aurait pensé des méthodes de son mari, les doigts tremblants, Baptiste tapa « Maison Perrin 2018 » dans le moteur de recherche interne. Plusieurs dossiers apparurent, rapports financiers, notes de service, correspondance, et un dossier marqué « Confidentiel, incident avril 2018 ». Son cœur se serra en l'ouvrant. Le premier document était le rapport officiel de l'enquête, signé par le commissaire Levallois, version édulcorée, propre, qui concluait à une négligence du chef René Valette, mais en continuant sa lecture, Baptiste découvrit d'autres documents qui racontaient une histoire bien différente. Un rapport d'expertise technique, daté de 3 jours après l'incendie, mentionnait des défaillances majeures du système électrique et des normes de sécurité non respectées. Ce rapport n'apparaissait nulle part dans la version officielle. Plus troublant encore, Baptiste trouva une série d'emails entre son père et un certain maître Rousseau, avocat spécialisé dans la gestion de crise. Les échanges étaient explicites. « Michel, nous devons absolument orienter l'enquête vers la responsabilité individuelle. J'ai des contacts au commissariat, le rapport peut être ajusté. Faites le nécessaire. Cette affaire ne doit pas entacher notre réputation. Les coûts de mise aux normes auraient retardé l'ouverture de 6 mois. C'est réglé. Levallois comprend les enjeux économiques. La famille Valette n'aura aucun recours. » Baptiste sentit la nausée monter. Son père avait délibérément choisi d'ignorer les problèmes de sécurité pour ne pas retarder l'ouverture du restaurant. Et quand l'accident s'était produit, il avait corrompu l'enquête pour échapper à ses responsabilités. Mais le pire était encore à venir, dans un autre dossier. Baptiste découvrit les factures de réparation, qui n'avaient jamais été payées. L'entreprise Électricité Moderne avait envoyé plusieurs relances pour des travaux de mise aux normes urgents. Toutes ignorées par la direction. Le nom du responsable de la maintenance figurait en bas de chaque rapport. Stéphane Leclerc, actuellement directeur du La Rose d'Or, l'homme qui avait supervisé Chloé pendant 3 ans, sachant parfaitement qui elle était et ce qui était arrivé à son père. « Salaud !» murmura Baptiste en serrant les poings. Il imprima tous les documents compromettants et les glissa dans une enveloppe. Son téléphone vibra. Un message de Chloé. « Merci encore pour hier. J'espère qu'on se revoit bientôt. » Baptiste fixa l'écran, déchiré entre l'amour qu'il ressentait pour cette femme et l'horreur de ce qu'il venait de découvrir. Comment pourrait-il la regarder en face, sachant que sa famille était responsable de tous ses malheurs? Un coup sec à la porte interrompit ses réflexions. Son père entra sans attendre de réponse, comme à son habitude. « Baptiste, qu'est-ce que c'est que ces enfantillages? Les Japonais attendent depuis 1 heure. » Michel Perrin, 62 ans, incarnait parfaitement le self-made man français, costume impeccable, cheveux grisonnants toujours parfaitement coiffés, regard d'acier, un homme qui avait bâti son empire sur la détermination et l'absence de scrupules.
Papa, il faut qu'on parle, dit Baptiste en se levant. Après la réunion, ces contrats valent 50 millions d'euros. Il s'agit de Maison Perrin, de l'incendie de 2018. Le visage de Michel se figea imperceptiblement. Qu'est-ce que tu veux savoir sur cette vieille histoire? La vérité, Michel ricana. La vérité, c'est qu'un cuisinier négligent a failli nous coûter très cher. Heureusement, nous avons su gérer la crise. En achetant le silence de la police, en laissant mourir un homme pour économiser quelques travaux, le visage de Michel se durcit. Fais attention à ce que tu dis, Baptiste. Cet homme est mort à cause de sa propre imprudence. Point final. J'ai vu les documents, papa. Les rapports cachés. Les emails avec l'avocat, tout. Tu savais que les installations étaient dangereuses et tu n'as rien fait. Michel s'approcha de son fils, ses yeux lançant des éclairs. Et alors, tu crois qu'on bâtit un empire en s'arrêtant pour chaque petit risque? Cet incident nous a coûté assez cher comme ça. Le restaurant a été fermé 6 mois, on a perdu des milliers d'euros. Un homme est mort. Un homme parmi des milliers, explosa Michel. Tu crois que ton confort de petit bourgeois, tes études dans les meilleures écoles, tes costumes sur mesure, tout ça tombe du ciel. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger notre famille. Baptiste recula, horrifié par le cynisme de son père. Maman n'aurait jamais accepté ça. Ta mère était une idéaliste, cracha Michel. Heureusement qu'elle n'est plus là pour voir ce que tu es devenu, un faible, comme elle. La gifle partit toute seule. Michel porta la main à sa joue, plus surpris que blessé. Ne parle plus jamais de maman comme ça, siffla Baptiste. Un silence de plomb s'installa entre les deux hommes. Michel rajusta sa cravate, retrouvant son sang-froid habituel. Cette conversation n'a jamais eu lieu, dit-il d'une voix glacée. Et si jamais tu t'avises de fouiller encore dans ces dossiers, ou de raconter tes élucubrations à qui que ce soit, je te déshérite sur le champ. Tu m'entends? Il sortit en claquant la porte, laissant Baptiste seul avec sa rage et sa culpabilité. Cet après-midi-là, Baptiste se rendit au La Rose d'Or avec une détermination nouvelle. Il devait voir Stéphane Leclerc, comprendre jusqu'où allait sa complicité. Corentin, Chloé l'accueillit avec son sourire radieux habituel. Quelle belle surprise. Bonjour Chloé. Il s'efforça de sourire, mais son cœur se serrait en la voyant. Est-ce que monsieur Leclerc est là? Stéphane. Oui, il est dans son bureau. Pourquoi? J'aimerais lui parler de mes expériences dans la restauration. Peut-être qu'il y a des opportunités. Chloé le conduisit vers le bureau du directeur, un homme d'une 40aine d'années aux manières obséquieuses. Quand Stéphane aperçut Corentin, son expression changea subtilement, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier, sans pouvoir l'identifier. « Monsieur, Corentin Dubois, j'ai travaillé dans plusieurs établissements et j'aimerais savoir si vous avez des postes disponibles. » Stéphane l'examina de la tête aux pieds. « Vous avez de l'expérience. » « J'ai travaillé chez Maison Perrin, autrefois. » Le nom fit l'effet d'une bombe. Stéphane blêmit et ses mains se mirent à trembler légèrement. « Maison Perrin, quand ça? En 2018, j'étais là quand il y a eu l'accident. Je ne vois pas de quoi vous parlez, bégaya Stéphane. Bien sûr que si. Vous étiez responsable de la maintenance. Vous saviez que les installations étaient défaillantes. » Stéphane se leva brusquement, la panique dans les yeux. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais sortez d'ici immédiatement. La famille Valette mérite la vérité. Sortez !» hurla Stéphane. Baptiste quitta le bureau sous le regard médusé de Chloé. Il avait confirmation de ce qu'il soupçonnait. Stéphane était complice du mensonge, et sa présence au La Rose d'Or n'était pas un hasard. En rentrant chez lui ce soir-là, Baptiste contempla les documents étalés sur sa table. Il tenait entre ses mains de quoi faire éclater la vérité, de quoi rendre justice à René Valette et à sa famille. Mais cela signifiait aussi détruire l'Empire Perrin, ruiner son père, et surtout, révéler à Chloé qui il était vraiment. Il passa la nuit à réfléchir, tiraillé entre l'amour et la justice, entre le mensonge et la vérité. Au petit matin, sa décision était prise. Il allait tout révéler à Chloé, quoi qu'il lui en coûte. Les jours qui suivirent furent un calvaire pour Baptiste. Chaque fois qu'il croisait le regard de Chloé, chaque sourire qu'elle lui adressait, chaque geste de tendresse était comme un coup de poignard. Il portait en lui ce secret terrible qui empoisonnait chaque moment de bonheur. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de la voir, comme un papillon attiré par la flamme. Il retournait au La Rose d'Or presque quotidiennement
prolongeant cette mascarade qui le déchirait de l'intérieur. « Tu deviens un habitué ?» lui dit Chloé en souriant. « Ce mercredi après-midi, les autres serveurs commencent à dire que tu as le béguin pour moi. » Baptiste faillit s'étrangler avec son café. « Et qu'est-ce que tu leur réponds ? Que s'ils avaient raison, ce ne serait pas si mal. » répondit-elle avec une timidité adorable. Cette déclaration à demi-mot fit battre le cœur de Baptiste plus fort. Comment pouvait-il être si heureux et si malheureux à la fois ? « Chloé, est-ce que tu accepterais de venir chez moi dimanche pour déjeuner ?» Elle hésita, rougissant légèrement. « Chez toi. » « Rien d'inconvenant, » s'empressa-t-il de préciser. « J'aimerais juste cuisiner pour toi, te remercier pour toute ta gentillesse. » « Je ne sais pas. Tu pourrais amener Adrien si tu veux. J'aimerais beaucoup le rencontrer. » Le visage de Chloé s'illumina. « Vraiment, tu ne trouves pas ça compliqué ? Pourquoi ce serait compliqué ? Les gens ont parfois du mal avec Adrien. Il est différent. » Baptiste prit sa main dans la sienne, surpris par sa propre audace. « Chloé, ton frère fait partie de ta vie. S'il est important pour toi, alors il est important pour moi aussi. » Les yeux de la jeune femme s'humidifièrent. « Tu es vraiment quelqu'un de bien, Corentin ?» Si seulement elle savait, pensa Baptiste avec amertume. Le dimanche arriva, et Baptiste avait transformé son appartement haussmannien en un cocon plus chaleureux. Il avait caché tout ce qui pouvait trahir sa richesse, les œuvres d'art, les objets de luxe, et créé une atmosphère simple et accueillante. Il entendit la sonnette et son cœur bondit en ouvrant la porte. Il découvrit Chloé dans une robe d'été jaune pâle qui la rendait encore plus belle, tenant par la main un adolescent aux cheveux bruns et aux grands yeux expressifs. « Corentin, je te présente Adrien. » Le garçon observait Baptiste avec cette intensité particulière aux enfants autistes, sans détourner le regard. Puis, de façon inattendue, il sourit. « Tu as de beaux yeux, » dit-il simplement. Comme les personnages dans mes livres, Baptiste sentit son cœur fondre. « Merci Adrien, toi aussi, tu as de beaux yeux, et j'ai cru comprendre que tu aimais les puzzles. » Le visage d'Adrien s'anima. « Oui, j'en ai fait un de 1000 pièces la semaine dernière. C'était la Tour Eiffel. Fantastique. J'en ai justement acheté un hier avec la cathédrale Notre-Dame. Ça te dit qu'on le fasse ensemble après le déjeuner ?» Adrien battit des mains, ravi. Chloé regardait Baptiste avec une émotion profonde, touchée par sa simplicité naturelle avec son frère. Le déjeuner fut magique. Baptiste avait préparé un menu simple mais délicieux, salade de tomates mozzarella, poulet rôti aux herbes et tarte aux fraises. Adrien racontait ses passions avec un enthousiasme communicatif, et Chloé se détendait peu à peu, heureuse de voir son frère si à l'aise. « Corentin fait bien la cuisine », déclara Adrien en goûtant le poulet. « Comme papa. » Un silence ému s'installa. Chloé prit la main de son frère, les yeux brillants. « Papa aurait aimé Corentin », dit-elle doucement. Il aimait les gens simples et généreux. Baptiste sentit sa gorge se serrer. « Parle-moi de lui. Comment il était ?»« Merveilleux », répondit Adrien avant que Chloé puisse parler. « Il me faisait des crêpes en forme d'animaux, et il sentait toujours bon, comme la vanille et la cannelle. Il nous manque tous les jours, » ajouta Chloé. « Mais je lui parle encore parfois. Je lui raconte ma vie, mes espoirs. »« Et qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ?» demanda Baptiste, redoutant la réponse. Chloé le regarda intensément. « Je lui dirais que j'ai rencontré quelqu'un de bien, quelqu'un qui me donne envie de croire à nouveau au bonheur. » Baptiste détourna les yeux, incapable de soutenir ce regard plein de confiance qu'il était en train de trahir. Après le déjeuner, Adrien et Baptiste s'installèrent sur le tapis du salon pour assembler le puzzle. Le garçon avait un talent impressionnant pour repérer les pièces qui s'emboîtaient, et Baptiste l'observait avec fascination. « Tu sais, » dit Adrien en plaçant une pièce du ciel, « Chloé pleure parfois la nuit. Elle croit que je ne l'entends pas, mais moi j'entends tout. » Baptiste sentit son cœur se contracter. Pourquoi elle pleure ? Parce qu'elle est fatiguée, et parce qu'elle a peur qu'il nous arrive quelque chose. Peur de ne pas arriver à s'occuper de maman et de moi. Adrien leva ses grands yeux vers Baptiste. Mais depuis qu'elle te connaît, elle pleure moins. Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac de Baptiste. Il apportait un peu de bonheur à cette famille brisée, mais ce bonheur était bâti sur un mensonge. Pendant qu'Adrien se concentrait sur son puzzle, Baptiste rejoignit Chloé dans la cuisine, où elle l'aidait à faire la vaisselle. «
Merci, dit-elle simplement. De quoi? D'être toi, de nous accepter comme on est, d'être si patient avec Adrien. Elle s'arrêta d'essuyer les assiettes. Tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon frère aussi heureux. Baptiste s'approcha d'elle, bouleversé par la tendresse de son regard. Chloé, oui, il voulait tout lui dire. Il voulait lui avouer qui il était, lui révéler la vérité sur la mort de son père, implorer son pardon. Mais quand il croisa ses yeux noisettes, plein d'espoir et de confiance, les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Au lieu de parler, il l'embrassa, doucement d'abord, puis avec une passion désespérée, comme si ce baiser pouvait effacer tous ses mensonges. Chloé répondit avec une ardeur qui le surprit, se serrant contre lui comme si elle avait attendu ce moment depuis des semaines. Quand ils se séparèrent, tous deux respirèrent fort. « Je ne veux pas aller trop vite », murmura-t-elle, les joues rosies. « Moi non plus, on a tout le temps. » Mais Baptiste savait que c'était faux. Le temps leur était compté. Tôt ou tard, ils devraient révéler la vérité, et ce bonheur fragile volerait en éclats. En fin d'après-midi, quand Chloé et Adrien repartirent, Baptiste resta seul face à ses démons. L'appartement lui semblait vide et froid, sans leur présence chaleureuse. Son téléphone sonna. Son père. « Baptiste, nous devons parler. J'ai eu des échos inquiétants. Quelqu'un fouine autour de l'affaire Maison Perrin. » Baptiste sentit son sang se glacer. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Stéphane m'a appelé. Un type est venu le voir. Prétendant avoir travaillé pour nous en 2018, il posait des questions sur l'incendie. Et alors, ça me déplaît souverainement, » explosa Michel. « Si jamais quelqu'un essaie de ressortir cette histoire, nous le détruirons. J'ai trop travaillé pour laisser un opportuniste ruiner notre réputation. » Baptiste serrait le téléphone si fort que ses jointures blanchissaient. « Papa, et si cette personne avait raison, et si nous avions vraiment une responsabilité dans cette mort ? » « Nous n'avons aucune responsabilité, » rugit Michel. « Et je t'interdis de remettre ça sur le tapis. Tu m'entends ? Je t'entends. Parfait. Oublie ces idées ridicules et concentre-toi sur ton travail. Nous avons une entreprise à diriger. » Il raccrocha brutalement, laissant Baptiste face à un dilemme insurmontable. D'un côté, il y avait sa famille, son héritage, son nom, de l'autre. Il y avait Chloé, Adrien, la justice, et l'amour le plus pur qu'il ait jamais ressenti. Il passa la soirée à regarder les photos qu'il avait prises discrètement de Chloé et Adrien pendant le déjeuner. Leur sourire lui réchauffait le cœur tout en le déchirant. Cette nuit-là, Baptiste prit sa décision définitive. Il allait révéler toute la vérité à Chloé, quoi qu'il lui en coûte. Elle méritait de savoir qui était vraiment l'homme qu'elle commençait à aimer. Et il méritait de perdre ce bonheur qu'il avait volé en mentant, car certaines vérités, même douloureuses, sont plus importantes que le bonheur construit sur des mensonges. Il lui donnerait rendez-vous le lendemain soir, et il lui dirait tout. Baptiste n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Assis devant la fenêtre de son salon, il regardait Paris s'éveiller dans la lumière dorée de l'aube, tenant dans ses mains tremblantes l'enveloppe contenant tous les documents sur la mort de René Valette. Aujourd'hui, il allait tout révéler à Chloé. Aujourd'hui, il allait détruire le plus beau rêve de sa vie. Il lui avait envoyé un message la veille au soir. « Peux-tu me retrouver au jardin du Luxembourg demain à 19h, près de la fontaine Médicis ? Il faut que je te parle de quelque chose d'important. » La réponse de Chloé était arrivée rapidement. « Bien sûr, tout va bien. Tu m'inquiètes un peu. À demain. » Cette inquiétude dans son message avait brisé le cœur de Baptiste. Combien il aurait voulu la rassurer, lui dire que tout allait bien, mais après cette soirée, plus rien ne serait jamais pareil entre eux. La journée passa avec une lenteur insupportable. Baptiste ne put avaler aucun repas, ignorant les appels de son père et les réunions programmées. À 18h30, il se dirigea vers le Luxembourg, l'enveloppe serrée contre lui comme un fardeau. Chloé l'attendait déjà près de la fontaine, ravissante dans un manteau beige qui soulignait la couleur de ses cheveux. Quand elle l'aperçut, son visage s'illumina de ce sourire spontané qui faisait fondre Baptiste à chaque fois. « Corentin !» Elle courut vers lui et l'embrassa tendrement. « Tu m'as manqué aujourd'hui. » Ces mots simples furent comme un coup de poignard. Baptiste la serra contre lui, respirant le parfum délicat de ses cheveux, gravant dans sa mémoire cette dernière étreinte avant l'apocalypse. « Toi aussi tu m'as manqué », murmura-t-il. Il s'assirit sur un banc face à la fontaine.
Le jardin était paisible en cette fin d'automne. Quelques promeneurs tardifs profitant des derniers rayons de soleil. Un cadre idyllique pour ce qui allait être la conversation la plus difficile de sa vie. « Alors, de quoi voulais-tu me parler ?» demanda Chloé en prenant sa main. « Tu avais l'air si sérieux dans ton message. » Baptiste regarda leurs doigts entrelacés, gravant cette image dans son cœur. « Chloé, ce que je vais te dire va tout changer entre nous. Tu me fais peur là. J'ai quelque chose à t'avouer sur qui je suis vraiment. » L'inquiétude se lisait maintenant clairement sur le visage de Chloé. « Comment ça? Qui tu es vraiment ?» Baptiste prit une inspiration profonde. « Je ne m'appelle pas Corentin Dubois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Chloé retira sa main, ses yeux s'écarquillant d'incompréhension. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'appelle Baptiste Perrin. » Le nom tomba comme une sentence. Chloé cligna des yeux, cherchant à comprendre. Puis, lentement, l'horrible vérité se dessina sur ses traits. Perrin, comme Michel Perrin. Oui, c'est mon père. Chloé se leva brusquement, reculant comme si Baptiste était devenu un étranger dangereux. Non, ce n'est pas possible. Chloé, laisse-moi t'expliquer. Tu es le fils de l'homme qui a tué mon père. La douleur dans sa voix était insoutenable. Baptiste se leva à son tour, tendant une main qu'elle refusa. « Écoute-moi s'il te plaît. Je ne savais rien quand je t'ai rencontré. Je me suis déguisée par curiosité, pour voir comment mes employés traitaient les clients, et puis je t'ai rencontré, et quand tu m'as parlé de ton père, tu savais ?» explosa Chloé, les larmes aux yeux. « Tu savais qui j'étais, et tu as continué à jouer cette comédie. Non, pas au début. J'ai découvert la vérité il y a quelques jours seulement, en enquêtant sur cette histoire. » En enquêtant, Chloé riait maintenant, mais d'un rire brisé, hystérique. « Et qu'est-ce que tu as découvert ?»« Monsieur Perrin, que ton père était encore plus monstre que je le pensais. » Baptiste sortit l'enveloppe de sa veste, les mains tremblantes. « J'ai trouvé les preuves, les vrais rapports techniques, les emails. Ton père n'était pas responsable de l'accident. » Chloé fixa l'enveloppe comme si elle contenait un serpent venimeux. « Qu'est-ce que tu dis ? Les installations électriques n'étaient défaillantes depuis des mois, mon père le savait. Il a choisi d'ignorer les réparations pour ne pas retarder l'ouverture du restaurant, et quand l'accident s'est produit, il a acheté le silence de la police pour faire porter la responsabilité à ton père. » Les jambes de Chloé se dérobèrent. Elle se rassit lourdement sur le banc, le visage livide. « Tu mens. » « J'aimerais mentir. » Baptiste s'agenouilla devant elle, tentant de capter son regard. « Chloé, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Désolée. » Elle releva la tête, et Baptiste y lut une rage froide qu'il ne lui connaissait pas. « Tu es désolée. Ton père a tué le mien, détruit ma famille, et toi tu joues à te déguiser pour t'amuser avec la petite serveuse. Ce n'était pas un jeu. Alors quoi ?» Chloé se leva à nouveau, marchant de long en large comme une lionne en cage. « Tu t'es dit que ce serait rigolo de séduire la fille de l'homme que votre famille a assassiné. Une petite vengeance de plus. Arrête. Tu sais bien que ce n'est pas ça. Je ne sais plus rien, » hurla-t-elle, attirant les regards des passants. « Je ne te connais pas. Je ne sais même pas qui tu es. » Baptiste sentait son monde s'écrouler. « Chloé, tout ce qui s'est passé entre nous était vrai. Mes sentiments pour toi, pour Adrien. Tes sentiments. » Elle éclata d'un rire amer. « Quels sentiments ? Ceux de Corentin le clochard, ou ceux de Baptiste le millionnaire. Les miens, ceux de l'homme qui est tombé amoureux de toi dès le premier jour. Ne dis pas ça. » Chloé porta ses mains à ses oreilles. « Ne prononce plus jamais le mot amour devant moi. Mais c'est vrai. Je t'aime, Chloé. Tu m'aimes. » Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. « Tu m'aimes vraiment. Oui. Alors explique-moi comment on peut aimer quelqu'un et lui mentir pendant des semaines. Explique-moi comment on peut embrasser une femme en sachant qu'on est responsable de tous ses malheurs. » Baptiste n'avait pas de réponse. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier l'injustifiable? J'ai essayé de te le dire plusieurs fois, mais tu ne l'as pas fait. Chloé ramassa l'enveloppe et la lui jeta au visage. Tu as préféré continuer ton petit jeu, me faire croire que j'étais spéciale, que quelqu'un pouvait m'aimer. Les documents s'éparpillèrent sur le gravier. Baptiste les ramassa précipitamment. Garde-les. Ce sont les preuves de l'innocence de ton père. Je n'en veux pas. Chloé recula encore. Je ne veux rien qui vienne de toi ou de ta famille. Chloé. Attends. Non. Elle se dirigeait déjà vers la sortie du jardin. N'essaie plus jamais de me revoir. N'approche plus de mon travail.
Oublie que j'existe. Chloé. Mais elle courait déjà, disparaissant dans la foule de l'avenue. Baptiste resta planté là, tenant dans ses mains les documents qui prouvaient l'innocence de René Valette et qui venaient de détruire le seul amour vrai de sa vie. Des passants le regardaient avec curiosité. Cet homme en costume qui pleurait à genoux près d'une fontaine. Baptiste ramassa les derniers papiers, le cœur brisé en 1000 morceaux. Il venait de perdre la femme qu'il aimait, mais il avait fait le bon choix. Chloé méritait la vérité. Même si cette vérité les séparait à jamais, le téléphone sonna dans sa poche. Un message de Chloé. « Ne cherche pas à me recontacter. Pour moi, tu es mort. Comme mon père. » Baptiste ferma les yeux. Serrant le téléphone contre son cœur, il avait voulu réparer les erreurs de son père. Mais il n'avait fait qu'ajouter sa propre trahison à la liste des crimes de la famille Perrin dans la nuit qui tombait sur Paris. Baptiste Perrin était redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un homme seul, portant le poids de ses mensonges et l'héritage maudit de son nom. Mais maintenant, il savait ce qu'il lui restait à faire. Si Chloé ne voulait pas de la vérité qu'il lui offrait, il la donnerait au monde entier. Justice serait rendue. Quoi qu'il lui en coûte, 3 jours s'écoulèrent dans un brouillard de douleur et de détermination. Baptiste n'était plus retourné au bureau. Ignorant les appels incessants de son père et les messages alarmés de sa secrétaire, il passait ses journées enfermé dans son appartement, préparant méthodiquement la destruction de l'empire familial. Les documents étaient étalés sur sa table de salle à manger comme les pièces d'un puzzle macabre. Rapports techniques falsifiés, emails compromettants, factures impayées, témoignages achetés. Chaque pièce révélait l'ampleur de la corruption orchestrée par Michel Perrin. Pour échapper à ses responsabilités, Baptiste avait contacté 3 journalistes d'investigation, un avocat spécialisé dans les affaires de corruption, et préparait sa déposition pour la police. Il savait qu'en agissant ainsi, il signait son arrêt de mort social et financier. Mais l'image de Chloé brisée, la douleur dans ses yeux quand elle avait appris la vérité, lui donnait la force de continuer. Le mercredi matin, il reçut la visite qu'il redoutait. « Baptiste, ouvre cette porte immédiatement !» La voix de Michel résonnait dans le couloir, menaçante et furieuse. Baptiste enfila une robe de chambre et alla ouvrir, découvrant son père accompagné de 2 hommes en costume sombre qu'il ne connaissait pas. « Papa, qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» explosa Michel en poussant son fils pour entrer dans l'appartement. « 3 jours que tu ne donnes plus signe de vie, les Japonais menacent d'annuler leur commande. »« Je démissionne, » dit Baptiste calmement. Michel s'arrêta net. « Tu quoi ? » « Tu m'as bien entendu, je ne veux plus rien avoir à faire avec l'entreprise. » Le regard de Michel tomba sur les documents éparpillés sur la table. Son visage blêmit quand il reconnut les rapports sur l'incendie de Maison Perrin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sa voix était devenue dangereusement basse. « La vérité, celle que tu as cachée pendant 7 ans. » Michel s'approcha de la table. Feuilletant rapidement les papiers, ses 2 accompagnateurs restaient près de la porte, silencieux et menaçants. « Où as-tu trouvé ça ? Dans tes propres archives, tu as gardé toutes les preuves de tes crimes, papa, comme des trophées. » Michel se tourna vers son fils, les yeux injectés de sang. « Tu n'as pas le droit. Ces documents sont confidentiels. Plus maintenant. Qu'est-ce que tu as fait ?» Baptiste se dirigea vers son bureau et en sortit des copies parfaitement organisées. « J'ai rendez-vous avec le commissaire Durand cet après-midi et avec 3 journalistes demain matin. » La gifle partit si violemment que Baptiste tangua. Michel serrait les poings, tremblant de rage. « Tu vas détruire tout ce que j'ai construit. 40 ans de travail, 40 ans de mensonges et de corruption. »« C'était pour toi, » hurla Michel. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour te laisser un héritage. » Un héritage de sang et de larmes. Baptiste se massa la joue, mais ne recula pas. « Maman aurait eu honte de toi. » Michel fit un geste vers ces hommes qui s'avancèrent. « Récupérez tous ces documents. Ne les touchez pas. » Baptiste se plaça devant la table. « J'ai des copies en lieu sûr. Et s'il m'arrive quelque chose, elles seront automatiquement transmises à la presse. » Michel hésita, évaluant la détermination de son fils. Il finit par faire signe à ses hommes de reculer. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « De l'argent, plus d'argent. Je veux que justice soit rendue à René Valette et à sa famille. » « Cette famille de merde !» explosa Michel. « C'est à cause d'eux que tu fais ça. Cette fille t'a monté la tête. Laisse Chloé en dehors de ça. »« Chloé ?» Michel ricana. « Tu la connais ? Tu couches avec la fille de ce raté. »
Baptiste n'y tint plus. Il se jeta sur son père, le plaquant contre le mur. « Ferme-la !» Les gardes du corps se précipitèrent. Mais Michel les arrêta d'un geste. Père et fils se regardèrent dans les yeux, haletants. « Tu es pathétique !» cracha Michel. « Comme ta mère, faible et sentimentale. Au moins, j'ai une conscience. » Michel rajusta sa veste, retrouvant son sang-froid. « Très bien, tu veux jouer à ça, soit, mais sache que si tu détruis cette entreprise, tu ne détruis pas que moi. Tu détruis aussi les emplois de 3000 personnes. Tu détruis l'avenir de dizaines de familles. » Baptiste vacilla. Il n'avait pas pensé aux employés innocents qui paieraient pour les crimes de son père. « Tu y as pensé. À ça, » continua Michel, sentant l'hésitation. « À tous ces gens qui vont se retrouver au chômage à cause de tes grands principes. Il fallait y penser avant de tuer René Valette. Je n'ai tué personne. C'était un accident. Un accident que tu aurais pu éviter. » Michel tourna les talons vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Si tu fais ça, Baptiste, tu n'es plus mon fils. Tu n'auras plus rien, plus d'argent, plus d'appartement, plus de nom. Je te déshérite et je te renie. Parfait. Je n'ai jamais voulu de ton héritage maudit. » Michel sortit en claquant la porte. Laissant Baptiste seul avec ses doutes et sa détermination chancelante, l'après-midi même, Baptiste se présenta au commissariat du 7e arrondissement. Le commissaire Durand, un homme d'une 50aine d'années aux manières cordiales, le reçut dans son bureau. « Monsieur Perrin, c'est un honneur. Que puis-je faire pour vous? Je viens porter plainte contre mon père pour corruption, subornation de témoins et négligence criminelle ayant entraîné la mort. » Le commissaire faillit s'étrangler avec son café. « Pardon. » Baptiste posa l'enveloppe sur le bureau. « Voici les preuves. » Durand parcourut les documents avec une attention croissante, son visage se fermant au fur et à mesure. « Monsieur Perrin, vous vous rendez compte de la gravité de ces accusations? Parfaitement. Et je suis prêt à témoigner. Contre votre propre père. Pour la justice. » Le commissaire soupira longuement. « Cette affaire va faire du bruit. Énormément de bruit. Tant mieux. René Valette mérite que la vérité éclate. » Les jours suivants s'enchaînèrent dans un tourbillon médiatique. L'affaire Perrin fit la une de tous les journaux, les révélations se succédant comme un feuilleton sordide. Michel Perrin fut placé en garde à vue. Stéphane Leclerc arrêté pour complicité. Baptiste assista impuissant à l'effondrement de l'empire familial. Les actions chutèrent, les clients boycottèrent les restaurants, les employés manifestèrent devant le siège social. Comme promis, Michel le fit expulser de son appartement et gela tous ses comptes. Du jour au lendemain, Baptiste se retrouva sans rien, hébergé dans un petit hôtel miteux du 20e arrondissement. Mais le plus dur était l'indifférence de Chloé. Il l'avait aperçue une fois à la télévision. Interrogée par un journaliste devant le La Rose d'Or qui avait fermé ses portes, elle semblait épuisée, brisée, refusant de commenter l'affaire. « Laissez-moi tranquille », avait-elle dit simplement. « Mon père ne reviendra pas. Rien ne le ramènera. » Un soir, n'y tenant plus, Baptiste se rendit devant l'immeuble de Chloé dans le 11e. Il attendit des heures sous la pluie, espérant l'apercevoir. Elle finit par sortir vers 22 heures, accompagnée d'Adrien qui revenait de son cours du soir. « Chloé !» Elle se figea en l'entendant, puis accéléra le pas. « Chloé, s'il te plaît. »« Va-t'en !» cria-t-elle sans se retourner. « J'ai tout perdu. J'ai dénoncé mon père. Justice a été rendue. » Elle s'arrêta net et se retourna, les yeux brillants de colère. « Et tu crois que ça change quoi? Tu crois que ça efface tes mensonges? Que ça ressuscite mon père ?» Adrien regardait la scène sans comprendre, serrant la main de sa sœur. « Je t'aimais, Chloé. Je t'aime encore. » « Non. » Sa voix se brisa. « Tu ne peux pas aimer quelqu'un et lui faire autant de mal. Tu m'as détruite, Baptiste. Tu as détruit la confiance que j'avais recommencé à avoir. Donne-moi une chance de réparer. Il n'y a rien à réparer. C'est fini. » Elle disparut dans son immeuble, laissant Baptiste seul sous la pluie parisienne, ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel minable. Baptiste contemplait les débris de sa vie. Il avait choisi la justice. Mais à quel prix? Son téléphone vibra. Un message d'un avocat. « Nous représentons la famille Valette. Ils acceptent les dommages et intérêts proposés. Affaire classée. » Justice était rendue. Mais Baptiste avait l'impression d'avoir tout perdu pour rien. Il était temps de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de son ancienne vie. 6 mois avaient passé depuis l'effondrement de l'Empire Perrin.
Baptiste contemplait l'ancien entrepôt délabré du 19e arrondissement qu'il venait d'acheter avec ses dernières économies, les murs lépreux, les fenêtres brisées, et l'odeur de moisi aurait découragé n'importe qui. Mais il y voyait quelque chose de différent, une renaissance possible. « Vous êtes sûr de votre coup, chef ?» demanda Marcus, un ancien détenu d'une quarantaine d'années aux bras couverts de tatouages, qui supervisait les travaux de rénovation. Baptiste sourit, ce surnom de chef l'amusait. Marcus l'avait adopté dès leur première rencontre au centre de réinsertion, où Baptiste faisait du bénévolat depuis sa chute, ancien chef de gang reconverti. Marcus avait un talent fou pour la cuisine et une loyauté à toute épreuve envers ceux qui lui faisaient confiance. « J'en suis sûr, Marcus. Dans 3 mois, cet endroit sera le plus beau restaurant de Paris, avec une équipe de bras cassés et de has-been, » ricana Fatima. Une femme de 50 ans qui arrivait avec des échantillons de peinture, ancienne chef étoilée ruinée par un mari escroc, elle avait accepté de devenir la chef exécutive d'Aurore, malgré le salaire dérisoire, « Justement parce que vous êtes des has-been », répondit Baptiste. « Vous savez ce que c'est de tomber, et vous savez qu'on peut se relever. » Fatima haussa les épaules. Mais Baptiste décela une lueur d'espoir dans ses yeux. Comme tous les membres de son équipe, elle avait besoin de croire à nouveau en quelque chose. Le projet Aurore était né de sa rencontre avec l'abbé Morel, un prêtre qui dirigeait un centre d'accueil dans le 20e. Baptiste y était venu chercher du réconfort après une de ses nuits les plus sombres et avait fini par proposer ses services comme bénévole. « Vous savez cuisiner ?» lui avait demandé l'abbé en voyant Baptiste préparer mécaniquement des sandwichs pour les sans-abri. « J'ai grandi dans les cuisines, avant que tout parte en vrille. Alors, pourquoi ne pas créer quelque chose, donner une chance à ceux qui n'en ont plus ?» L'idée avait fait son chemin. Un restaurant qui emploierait uniquement des personnes en marge, anciens détenus, chômeurs de longue durée, femmes battues, jeunes des quartiers difficiles, un lieu où la seconde chance ne serait pas un concept, mais une réalité quotidienne. Baptiste. La voix joyeuse de Léa résonna dans l'entrepôt. La jeune femme de 25 ans arrivait en boitillant légèrement, sa prothèse de jambe ne l'empêchant pas de porter fièrement son plateau de maquettes architecturales. Léa était une ancienne étudiante en architecture, victime d'un accident de voiture qui avait brisé ses rêves en même temps que sa jambe. Aucun cabinet n'avait voulu l'embaucher. Prétextant son handicap, Baptiste l'avait rencontrée dans un café où elle dessinait des plans par désœuvrement et lui avait immédiatement proposé de concevoir Aurore. « Regarde », dit-elle en étalant ses dessins sur une caisse retournée. « J'ai repensé l'entrée, une rampe d'accès discrète et un éclairage en LED qui change de couleur selon les saisons. » Baptiste examina les plans, impressionné par le talent de la jeune femme. « C'est magnifique, Léa. Tu vas révolutionner l'architecture de restaurant. »« Arrête, tu vas me faire rougir !» Mais Baptiste était sincère. En 6 mois, Léa avait transformé cet entrepôt sinistre en un projet architectural innovant, mariant élégance et accessibilité. Chaque détail était pensé pour accueillir tous les publics, des plus privilégiés aux plus démunis. « Au fait, » continua Léa en baissant la voix, « Yasmine a eu des nouvelles de la famille Valette. » Baptiste sentit son cœur se serrer. Yasmine était une ancienne journaliste qui l'aidait bénévolement pour la communication d'Aurore. Elle gardait l'œil sur tout ce qui touchait à l'affaire Perrin. Qu'est-ce qu'elle a appris ? Chloé a quitté le Laros d'Or après sa fermeture. Elle travaille maintenant dans un petit bistrot du 12e, près de Bastille. Baptiste ferma les yeux. 6 mois sans nouvelles de Chloé. 6 mois à résister à l'envie de la chercher, de la supplier de lui donner une chance. Il respectait sa demande de ne plus l'approcher. Mais l'inquiétude le rongeait. Comment va-t-elle ? Yasmine dit qu'elle a l'air fatiguée, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Cette image de Chloé épuisée, brisée par tout ce qu'elle avait vécu, torturait Baptiste. Il se sentait responsable de sa souffrance, autant que son père l'était de la mort de René. Et Adrien, il va bien, apparemment. Il a intégré un nouveau centre spécialisé. Plus près de chez eux, les dommages et intérêts de l'affaire leur ont permis de déménager dans un appartement plus grand. Baptiste hocha la tête, soulagé. Au moins, l'argent pouvait réparer certaines choses, même si ce n'était qu'un pansement sur une plaie béante. « Chef » Marcus l'interrompait. « Vous avez de la visite. » Baptiste se retourna et eut la surprise de voir arriver un homme élégant, d'une 60aine d'années, accompagné d'une femme en tailleur strict. « Monsieur Perrin, je suis Pierre Lavallée, critique gastronomique du Figaro,
Et voici Madame Chen, investisseuse. Baptiste serra les mains tendues, intrigué. « Que puis-je faire pour vous ? Nous avons entendu parler de votre projet, c'est intriguant. Un restaurant social tenu par d'anciens marginaux. C'est du jamais vu à Paris. Ce n'est pas un concept marketing, répondit Baptiste fermement. C'est une conviction. Justement, intervint Madame Chen. L'authenticité, c'est ce qui manque à la restauration parisienne. Nous aimerions vous proposer un partenariat. Baptiste, méfiant, plissa les yeux. Quel genre de partenariat ? Financement, promotion, ouverture sur le marché asiatique. Nous pourrions faire d'Aurore une chaîne internationale. Non, la réponse avait claqué, nette et définitive. Madame Chen sembla surprise. Vous refusez notre aide. Je refuse votre récupération. Aurore n'est pas à vendre. Ce restaurant aura une seule adresse, une seule équipe, une seule âme. Pierre Lavallée sourit. Vous ressemblez de moins en moins à votre père, Monsieur Perrin. J'espère bien. Après le départ des visiteurs, Baptiste retrouva son équipe pour la réunion quotidienne. Ils étaient une quinzaine maintenant, chacun apportant son histoire brisée et sa volonté de recommencer. Il y avait Karim, ancien braqueur devenu pâtissier de génie, Sophie, mère célibataire de 3 enfants qui excellait dans l'accueil, Ahmed, réfugié syrien qui créait des merveilles avec les épices, Isabelle, ancienne alcoolique qui gérait les comptes avec une précision maniaque. « Où en est-on » demanda Baptiste. « Les travaux avancent bien, » répondit Marcus. « On devrait finir la cuisine la semaine prochaine. »« La carte est prête » ajouta Fatima. « Des plats simples mais raffinés, de quoi surprendre les bourgeois du quartier. »« Et les autorisations ?»« En cours, » dit Isabelle. « Plus que 2 signatures, et on peut ouvrir. » Baptiste regardait ces visages marqués par la vie, ces mains qui avaient connu la violence ou la désespoir, et qui maintenant construisaient quelque chose de beau. Il pensait à sa mère, à ce qu'elle aurait dit de voir son fils entouré de cette humanité authentique. « Il nous faut un nom pour le plat signature, » dit Fatima. « J'ai pensé à quelque chose en hommage à ton père, à René Valette. » Baptiste sentit sa gorge se serrer. « Tu es sûr ? C'est grâce à lui qu'on est tous là. Non, si tu n'avais pas voulu lui rendre justice, Aurore n'existerait pas. » L'idée fit son chemin dans l'esprit de Baptiste. Un plat dédié à René Valette, une façon de transformer la tragédie en hommage. Peut-être que Chloé comprendrait alors que tout cela avait un sens. « D'accord » dit-il finalement. « Mais je veux que ce soit parfait, le meilleur plat de la carte. Laisse-moi faire, chef. » En rentrant dans son petit studio du 20e ce soir-là, Baptiste contemplait les photos de l'avancement d'Aurore sur son téléphone. Dans un mois, le restaurant ouvrirait ses portes. Un nouveau chapitre de sa vie commencerait. Il repensa aux mots de Chloé. « Mon père ne reviendra pas. Rien ne le ramènera. » C'était vrai. Mais peut-être que son souvenir pouvait vivre autrement. Peut-être que la mémoire de René Valette pouvait inspirer quelque chose de beau, de généreux, de humain. Aurore ne ramènerait pas René à la vie, mais elle pourrait honorer sa mémoire. Et qui sait, peut-être qu'un jour, Chloé comprendrait. L'effervescence régnait dans les cuisines d'Aurore. Dans 3 heures, le restaurant ouvrirait officiellement ses portes au public parisien. Baptiste observait son équipe s'affairer avec une fierté mêlée d'angoisse. 9 mois de travail, d'espoir et de sueur allaient être jugés en une soirée. « Chef, la presse arrive », annonça Sophie en rajustant nerveusement son tablier. L'ancienne mère célibataire avait trouvé en Aurore bien plus qu'un emploi, une famille, une dignité retrouvée. Baptiste regarda par la fenêtre et vit effectivement plusieurs journalistes installer leurs équipements devant l'entrée du restaurant. Yasmine avait bien travaillé. Le Figaro, Libération, France Inter et même quelques blogueurs influents s'étaient déplacés. « Respire, Sophie. Ils sont là pour découvrir quelque chose de beau. » « Facile à dire, » intervint Karim depuis son poste de pâtisserie. « Si je rate mes soufflets devant les caméras, je retourne en tôle. » L'ancien braqueur plaisantait, mais Baptiste percevait sa nervosité réelle. Ils avaient tous conscience que cette soirée déterminerait l'avenir d'Aurore. « Écoutez-moi tous. » Baptiste frappa dans ses mains pour attirer l'attention générale. L'équipe se rassembla autour de lui, 18 personnes unies par une histoire commune de chute et de relèvement. Dans quelques heures, les premiers clients franchiront cette porte. Certains viendront par curiosité, d'autres par scepticisme. Beaucoup penseront qu'on ne peut pas réussir parce qu'on vient d'en bas. Il fit une pause,
croisant le regard de chacun de ses collaborateurs. Ils ont tort. Nous avons quelque chose qu'aucun restaurant chic de Paris ne possède. L'authenticité, la vraie, celle qui naît de la souffrance transformée en espoir. Marcus hocha la tête vigoureusement. On va leur montrer, chef. Non, corrigea Baptiste. Nous allons nous montrer à nous-mêmes. Prouver que les secondes chances existent vraiment. À 19h précises, Baptiste ouvrit les portes d'Aurore. Les premiers clients étaient des journalistes et quelques amis de l'équipe, mais l'atmosphère était électrique. Léa avait créé un décor somptueux. Les murs bruts de l'ancien entrepôt contrastaient avec un éclairage tamisé et des œuvres d'art réalisées par des détenus de Fleury-Mérogis, Pierre Lavallée. Le critique gastronomique fut parmi les premiers à s'installer. Baptiste l'accueillit personnellement. « Monsieur Lavallée, merci d'être venu. Comment aurais-je pu manquer ça? Le fils Perrin qui ouvre un restaurant social avec une équipe d'anciens marginaux. C'est le scoop de l'année. J'espère que vous repartirez avec plus qu'un scoop. Nous verrons bien. Surprenez-moi, jeune homme. » En cuisine, l'orchestre dirigé par Fatima fonctionnait à la perfection. Chaque plat qui sortait était une œuvre d'art, simple en apparence mais d'une technique irréprochable. Le menu reflétait la philosophie d'Aurore, généreux, accessible, sans prétention mais absolument délicieux. « Commande pour la table 6 !» cria Fatima. 2 René Valette. Baptiste sentit son cœur se serrer en entendant le nom de ce plat qu'ils avaient créé en hommage au père de Chloé. C'était un plat de poisson simple, du cabillaud aux légumes de saison, mais préparé avec un amour et un respect infini. Fatima y avait incorporé des épices que René utilisait dans sa boulangerie, créant un pont symbolique entre le passé et le présent. Vers 21h, l'affluence était à son comble. Toutes les tables étaient occupées, et une file d'attente commençait à se former dehors. Baptiste circulait entre les tables, veillant au service, quand Sophie l'interpella discrètement. « Baptiste, tu devrais voir ça. » Elle désignait l'entrée du restaurant. Le cœur de Baptiste s'arrêta de battre. Là, hésitante sur le seuil, se tenait Chloé. Elle portait une robe bleue marine simple mais élégante, ses cheveux châtains tombant librement sur ses épaules. Elle regardait autour d'elle avec un mélange de curiosité et d'appréhension, tenant fermement la main d'Adrien qui l'accompagnait. Baptiste resta figé un instant, incapable de bouger. 9 mois qu'il n'avait pas vu son visage. 9 mois à espérer cet instant tout en le redoutant. « Tu veux que je m'en occupe ?» proposa Sophie. « Non, j'y vais. » Baptiste s'approcha lentement, son cœur battant la chamade. Chloé le vit arriver, et ses traits se tendirent. Mais elle ne partit pas. « Bonsoir, Chloé, Adrien. »« Salut, Corentin !» s'exclama Adrien avec son enthousiasme habituel. « Ton restaurant est magnifique. » Chloé fusilla son frère du regard. « Baptiste !» corrigea-t-elle froidement. « Il s'appelle Baptiste. » Un silence gêné s'installa. Baptiste cherchait ses mots quand Adrien reprit la parole. « Je sais bien, mais moi j'aime bien Corentin. C'est le nom de quelqu'un de gentil, Baptiste. Ça me fait penser aux méchants dans mes livres. » Cette remarque innocente toucha Baptiste en plein cœur. L'adolescent, dans sa simplicité, avait mis le doigt sur un point essentiel. Corentin était l'homme que Baptiste avait découvert qu'il pouvait être, débarrassé du poids de son nom et de son héritage. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Baptiste doucement. Chloé hésita, visiblement mal à l'aise. On a vu les articles dans les journaux, sur ton restaurant. Adrien voulait voir. Et toi ? Moi aussi, avoua-t-elle dans un souffle. Je voulais comprendre. Comprendre quoi ? Pourquoi tu as tout détruit ? Pourquoi tu as choisi de faire ça ? Baptiste regarda autour de lui. Les tables étaient de pleines, les rires fusaient, son équipe rayonnait de fierté. Cette vie nouvelle qu'il avait construite sur les ruines de l'ancienne, parce que je voulais créer quelque chose de bien, quelque chose qui honorerait la mémoire de ton père. Les yeux de Chloé s'humidifièrent. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision pour nous. Tu as raison, mais je ne pouvais pas vivre avec ce mensonge. Adrien, qui avait écouté sans comprendre, tira sur la manche de sa sœur. Chloé, j'ai faim. On peut manger ici. Chloé regarda son frère, puis Baptiste. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il vous plaît, implora Baptiste. Juste un repas. Laissez-moi vous montrer ce qu'on a construit. Après une longue hésitation, Chloé hocha la tête,
Baptiste les installa à une table discrète près de la fenêtre, loin des journalistes. Sophie prit leur commande avec une délicatesse touchante, comprenant instinctivement l'importance du moment. « Je vais prendre le René Valette », dit Adrien en lisant la carte. « C'est qui, René Valette ?» Chloé blêmit. Baptiste ferma les yeux un instant. « C'était notre papa », murmura Chloé d'une voix brisée. « Papa, mais pourquoi il y a un plat avec son nom ?» Baptiste se pencha vers l'adolescent. « Parce que ton papa était un homme bien, Adrien, et que les hommes bien méritent qu'on se souvienne d'eux. » Adrien sourit, satisfait de cette explication. Chloé, elle, fixait la carte comme si elle allait s'effondrer. Quand les plats arrivèrent, un silence religieux s'installa. Le René Valette était présenté avec une élégance simple. Le cabillaud doré reposait sur un lit de légumes colorés, accompagné d'une sauce subtile aux herbes. L'arôme qui s'en dégageait évoquait effectivement les épices que René utilisait dans sa boulangerie. Adrien goûta en premier. Son visage s'illumina. « C'est délicieux. Ça me rappelle quand papa cuisinait. » Chloé prit une bouchée à son tour. Ses yeux se fermèrent et Baptiste vit une larme rouler sur sa joue. « Comment tu sais ?» chuchota-t-elle. « J'ai retrouvé d'anciens clients de votre père. Ils m'ont parlé de ses recettes, de sa façon d'associer les épices. Fatima a recréé ses saveurs. » Chloé ne répondit pas, mais elle continua à manger, chaque bouchée semblant la replonger dans des souvenirs douloureux et précieux. À la fin du repas, Adrien était aux anges. « C'était le meilleur restaurant du monde », déclara-t-il. « Papa aurait adoré. » Chloé se leva brusquement. « Il faut qu'on y aille. »« Déjà », protesta Adrien. « Oui, merci pour le repas, Baptiste. » Elle se dirigeait vers la sortie quand Baptiste la rattrapa. « Chloé, attends. » Elle se retourna, les yeux encore humides. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que c'est beau, que papa serait fier. » Je veux juste que tu saches que je pense à lui chaque jour, que tout ça, c'est ma façon de demander pardon. Le pardon, ça ne se demande pas avec un restaurant, Baptiste, ça se mérite avec le temps. Alors donne-moi ce temps. Chloé le regarda longuement. Je ne sais pas si j'en suis capable. Elle partit sans ajouter un mot, laissant Baptiste debout près de la porte, le cœur à la fois brisé et plein d'espoir. Le lendemain matin, les critiques étaient unanimes. Pierre Lavallée avait écrit un article élogieux, parlant d'une révolution sociale et gastronomique. Les réservations affluaient déjà, mais pour Baptiste, le seul avis qui comptait était celui de Chloé, et elle était repartie sans rien promettre. Sinon qu'elle réfléchirait, c'était déjà plus qu'il n'osait espérer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'ouverture d'Aurore, et le succès dépassait toutes les espérances. Les réservations étaient complètes jusqu'à la fin du mois. Les critiques gastronomiques se succédaient, toutes élogieuses, et l'équipe rayonnait d'une fierté légitime. Pourtant, Baptiste ne parvenait pas à savourer pleinement cette réussite. L'image de Chloé dégustant le plat René Valette, ses larmes silencieuses, ne le quittait pas, ce matin-là, en arrivant au restaurant pour la préparation du service. Baptiste découvrit une enveloppe glissée sous la porte principale. Son cœur s'emballa en reconnaissant l'écriture délicate de Chloé. « Baptiste, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre dîner. Je ne sais toujours pas si je peux te pardonner, mais je commence à comprendre pourquoi tu as fait tout ça. Adrien n'arrête pas de parler de ton restaurant, de Corentin le gentil, qui cuisine comme papa. Il aimerait te revoir. Si tu es d'accord, nous pourrions nous retrouver dimanche au Père-Lachaise, devant la tombe de papa. Il y a des choses que j'ai besoin de te dire, Chloé. » Baptiste relut le message plusieurs fois. Partagé entre l'espoir et l'appréhension, cette invitation au cimetière ne présageait rien de bon, mais au moins Chloé acceptait de lui parler. Le dimanche arriva avec un temps gris typiquement parisien. Baptiste se rendit au Père-Lachaise avec un bouquet de roses blanches, les fleurs préférées de sa mère. Il trouva facilement la tombe de René Valette. Modeste mais soigneusement entretenue, ornée de fleurs fraîches, Chloé était déjà là, agenouillée devant la pierre tombale, nettoyant délicatement les lettres gravées. Elle portait un manteau noir qui accentuait sa pâleur, et Baptiste fut frappé par sa fragilité. « Bonjour », dit-il doucement. Elle se retourna, et il vit qu'elle avait pleuré. « Bonjour, Baptiste. » Il déposa ses roses près des autres fleurs. « Il me manque aussi, tu sais, même si je ne l'ai jamais connu. Comment peux-tu dire ça? Parce qu'en apprenant qui il était vraiment, j'ai réalisé que j'aurais aimé avoir un père comme lui. Quelqu'un d'honnête, de généreux, qui se battait pour sa famille. » Chloé se releva, époussetant sa jupe. « Tu veux savoir ce que j'ai découvert cette semaine?
Baptiste hocha la tête, inquiet. J'ai parlé avec Madame Rousseau, notre ancienne voisine. Elle m'a raconté quelque chose que j'ignorais. Après l'accident, ton père a envoyé des hommes chez nous. Ils ont proposé de l'argent à maman pour qu'elle se taise. Le sang de Baptiste se glaça. Quoi? Maman a refusé. Elle a dit qu'elle préférait mourir que d'accepter l'argent de celui qui avait tué son mari. Alors ils sont revenus plusieurs fois, de plus en plus menaçants. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu n'étais qu'un gamin de 16 ans. Mais ton père, lui, il savait exactement ce qu'il faisait. Il a détruit notre famille. Et il voulait nous acheter pour être sûr qu'on ne parlerait jamais. Baptiste sentait la nausée monter. Chloé, attends, ce n'est pas fini. Tu sais ce qui a achevé maman. Ce n'est pas seulement la mort de papa. C'est de voir que la justice ne venait pas. De comprendre que les riches pouvaient tuer les pauvres en toute impunité. Elle est morte, en pensant que papa était un raté qui avait causé sa propre mort. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Chloé. Baptiste voulut la prendre dans ses bras, mais elle recula. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai eu envie de te tuer quand j'ai appris qui tu étais. Oui, et tu en avais le droit. Non, explosa-t-elle. Je n'avais pas le droit. Parce que toi, tu n'étais pas ton père. Tu étais Corentin, celui qui me faisait rire, qui s'occupait d'Adrien comme un grand frère, qui me regardait comme si j'étais la plus belle femme du monde. Baptiste sentit son cœur bondir. Chloé, j'étais amoureuse de Corentin, continua-t-elle en sanglotant. Pas de Baptiste Perrin, pas du fils de l'assassin de mon père, d'un homme simple qui n'existait pas vraiment. Il existe, protesta Baptiste. Corentin, c'est moi, c'est qui je suis vraiment, débarrassé de ce nom maudit. Alors prouve-le. Comment? Chloé sortit de son sac une chemise cartonnée qu'elle tendit à Baptiste. En signant ça, Baptiste ouvrit le dossier. C'étaient des documents juridiques concernant une fondation, la Fondation René Valette. J'ai utilisé l'argent des dommages et intérêts pour créer une fondation qui aide les familles de victimes d'accidents du travail. Elle a besoin d'un financement régulier pour fonctionner. Baptiste parcourut les documents. Tu veux que je donne de l'argent? Non, je veux que tu donnes Aurore. La demande tomba comme un couperet. Baptiste relit les clauses, comprenant peu à peu l'ampleur de ce que Chloé lui demandait. Tu veux que je cède la propriété du restaurant à la fondation? Les bénéfices iront aux familles dans le besoin. Tu resteras le gérant, bien sûr, mais tu ne seras plus propriétaire. Plus jamais tu ne pourras faire fortune sur le dos des autres. Baptiste regarda la tombe de René Valette, puis le visage déterminé de Chloé. Elle lui tendait une dernière chance de racheter les crimes de sa famille. Mais au prix de tout ce qu'il avait construit. Et si je signe, nous. Il n'y a pas de nous, Baptiste. Il y a juste toi, moi, et la mémoire de mon père. Ce n'est pas une réponse. Chloé ferma les yeux. Si tu signes, je saurai que Corentin existe vraiment, que l'homme dont je suis tombée amoureuse n'était pas qu'un mensonge. Et après, on verra. Peut-être qu'on pourra recommencer, peut-être pas. Mais au moins, j'aurai la preuve que tu es différent de ton père. Baptiste prit le stylo qu'elle lui tendait. Sa main tremblait. Signer ses documents, c'était renoncer à jamais à la richesse. Accepter de ne vivre que de son travail, sans filet de sécurité, c'était aussi l'unique chance de reconquérir Chloé. « Tu sais ce que ça représente pour moi ?» demanda-t-il. « Tout. Et c'est exactement pour ça que je te le demande. » Baptiste regarda une dernière fois les documents, puis signa d'une écriture ferme. Chloé poussa un long soupir, comme si elle retenait son souffle depuis des mois. « Merci, » murmura-t-elle. « Et maintenant, on rentre chacun chez soi, et on apprend à se connaître vraiment. Je peux te raccompagner ?» Chloé hésita, puis hocha la tête. Ils marchèrent en silence dans les allées du cimetière, côte à côte mais sans se toucher, comme deux étrangers qui apprennent à se découvrir. Chloé. Oui, Corentin. C'était vraiment moi, pas un personnage. La première fois que je t'ai vue, j'ai su que ma vie venait de changer. Je sais, c'est pour ça que j'ai eu si mal. Ils arrivèrent à la sortie du cimetière. Chloé se tourna vers Baptiste. « Il faut que je te dise autre chose. » « Quoi ?»« Adrien veut apprendre à cuisiner. Il dit qu'il veut devenir comme Corentin quand il sera grand. » Baptiste sourit, ému. « Je peux lui apprendre si tu veux. Pas tout de suite, mais peut-être, un jour. » Elle monta dans le métro. Le laissant seul sur le trottoir, Baptiste regarda le train disparaître dans le tunnel.
Serrant dans sa poche les clés d'Aurore qu'il ne possédait plus vraiment, il venait de tout perdre pour la deuxième fois de sa vie. Mais cette fois, c'était son choix. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentait libre. Le lendemain matin, en arrivant au restaurant, Baptiste rassembla son équipe pour leur annoncer la nouvelle. À sa grande surprise, la réaction fut unanime. Ils étaient fiers de travailler pour une cause plutôt que pour un patron. « Ça change quoi pour nous ?» demanda Marcus. « Rien du tout, sauf qu'on cuisine maintenant pour quelque chose de plus grand que nous. »« Alors c'est parfait, chef, » sourit Fatima. C'est exactement ce qu'on faisait déjà. En préparant le service de midi, Baptiste repensa aux mots de Chloé. Peut-être qu'il pourrait recommencer, pas comme Baptiste et Chloé, héritier d'une tragédie, mais comme Corentin et une femme qui apprend à faire confiance à nouveau, il avait tout le temps du monde pour le lui prouver.